Elle était très contente. Moi ça va, mais attendez, Philippe, voilà, c'est bien, c'est très élégant. Ah, il y en a dans un bus. Ah, vous êtes 35 plus le chauffeur, 36. Voilà, on va le nourrir quand même le chauffeur. Oui, c'est un bus sans. Allez, installez-vous, prenez place. Bonjour mesdames. C'est pas grave. C'est bien ici. Non, merci de nous accueillir. Ben, je vous en prie. C'est gentil. Là, c'est pas pratique. Qui c'est qui paye une croissant? Voilà, moi je me dis, c'est pas de tout. D'une terre qui a vraiment été formée par l'action des hommes. Cette terre, pour rester à sec, elle a besoin d'un réseau hydraulique très performant pour écouler les eaux qui viennent des collines de l'Artois jusqu'à la mer. Et ça s'appelle les watringues. Et on a aussi un autre enjeu sur ce territoire qui est de lutter contre les invasions marines, puisqu'on n'est pas loin de la mer, vous verrez. Et donc on a cette fonction aussi de devoir protéger le littoral par des ducs et des digues. Donc c'est cette histoire de ce territoire que l'on va vous raconter ce matin avec les enjeux, notamment par rapport au changement climatique. Est-ce que vous, les watringues, ça vous parle aussi en Belgique? Oui, il me semble, du côté la palme, etc. Aussi, c'est la même problématique. Et alors, même si chez vous, aux Pays-Bas, c'est très connu, c'est vrai que même nous, les Français, en général, même des groupes comme vous, mais qui viennent de Lille, de Valenciennes ou encore d'Amiens, ne connaissent pas cette spécificité du territoire. Pourquoi? Parce que ça fonctionne plutôt très bien depuis des centaines d'années, jusqu'au jour où l'hiver dernier, en 2023, vous avez peut-être connu aussi de fortes inondations qui ont rappelé aux habitants de ce territoire qu'on est quand même un territoire fragile, dont il faut faire très très attention. Donc moi ce que je vous propose, parce que c'est une thématique très complexe, très dense, de vous passer un petit film, voilà, pour vous raconter déjà avec ton petit café là quand même, et on va pouvoir aller voir sur le territoire comment ça se Les habitants de la région d'Audouy ont beaucoup à dire sur leur watringue, sans toutefois connaître précisément la richesse. Cette plaine est un territoire conquis sur la mer qui doit son existence à l'unique maîtrise de l'eau. C'est cette histoire que nous allons tenter de vous raconter. La région des watringues se situe dans un triangle formé par les villes de Calais, Dunkerque et Saint-Omer. En Flandre-Maritime, la superficie des terres watringuées représente 80 000 hectares, dont près de 60 000 sont des terres cultivées. Ce sont plus de 600 km de cours d'eau qui sillonnent la région. Alors, petite liaison, alors pourquoi les watringues et pourquoi la chicorée? Juste pour faire un peu le lien entre les deux. Comme vous avez vu, on est sur un polder, donc c'est une terre sableuse, hein, c'est une terre qui est gagnée sur la mer, c'est une terre légère. Et cette terre est très propice à la culture de la chicorée. La chicorée, c'est Orchy normalement, dans la région de Lille. Mais au moment d'une grande consommation de chicorée, donc au début du XXe siècle, il fallait trouver d'autres terres propices à la culture de cette racine. Et c'est donc dans les Flandres-Maritimes qu'ils ont trouvé cette terre. Et comme on a plein de cours d'eau, c'est idéal pour construire des sécheries et laver les chicorées. Voilà. C'est le lien que l'on fait donc, entre le watringue et la chicorée, mais je ne vais pas trop déborder la chicorée, mais c'est la thématique de cet après-midi. Donc ce que je vous invite à faire, et puis vous avez vu c'est très très dense hein, les informations, donc je vais vous en distiller à nouveau un petit peu lors de notre tour en bus, et
puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une petite tête que je ne vois pas. L'autre barre. Oh oui, ça va. On peut s'appuyer un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Hop. Xavier est arrivé. Ah ben Xavier, il est là. Je défais ça. C'est trop chaud. Voilà. Hop. Ça passe. Je sais pas me retrouver. Comment tu pas ton tourné? Quelqu'un, ça me fait bon. Il y avait un château là-bas où vous voyez, actuellement c'est la mairie, mais il y avait un château qui avait été construit sur une motte avec, voilà. Donc c'est une bourgade qui se situe, comme vous avez pu le voir, donc près de frontières, frontière du Nord. Donc ça a été vraiment une terre d'invasion. Ça a été souvent envahi, cette ville d'Audruic. Et pour preuve, elle a vraiment été française qu'à partir de 1678. Vous voyez, au XVIIe siècle seulement, elle est définitivement française après avoir été anglaise, flamande, espagnole, etc. Donc cette petite ville, elle a la particularité donc d'être une ville qui était une ville de notables avec beaucoup d'artisanat, d'agriculture, de vergers, de maraîchers. Et donc vous avez sur cette place, bon là qui est un parking pour le coup, mais tous les mercredis matins, vous avez un marché, le marché d'Audruic, qui est très connu. Il a fait ce château pour l'anniversaire de sa femme. Elle était partie en voyage. Voilà. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, c'était la mode pour l'aristocratie d'aller faire le tour d'Europe. Donc madame était partie en voyage et quand elle est revenue, elle a eu la surprise de voir les fondations et ce château qui meurt. Ce canal qui a été canalisé au XVIIIe siècle, parce qu'il y a des abbayes qui ont été installées en Angleterre, essayent d'assécher les terres autour de son abbaye, avec plus ou moins de succès. Il y a un coup d'accélérateur qui est donné par les comtes des Flandres, qui va avoir un ralentissement à la Révolution, notamment parce que les révolutionnaires n'aiment pas ce principe d'organisation avec des propriétaires, rien, tout ça. Voilà, ils mettent tout à plat, ils détruisent tout. Forcément, inondation sur inondation, quand arrive Napoléon, il remet tout en place et crée les sections de Watringue. Les sections de Watringue, qui divise ce territoire, date donc de Napoléon. Ensuite, il va y avoir un dîner, vous voyez ici avec des petits monticules de sable, des cités lacustres, qui étaient donc de cette culture toute simple, qui n'a pas été trop embêtée par les Romains, parce que voyant ce territoire, si on a des ennemis qui viennent du nord, ça va les ralentir. On va ralentir un petit peu, voilà. De Douvres, c'est complètement fendu et l'océan est rentré. On n'était plus protégé par l'océan, donc l'océan est rentré complètement dans le territoire jusqu'à Saint-Omer. Et au fil des siècles et des siècles, l'eau rentrait, sortait, rentrait, sortait, et les alliés montant au fur et à mesure. C'est ça qui a permis au Moyen-Âge, aux Bénédictins. Regardez un petit peu. C'est notre tour de Pise, effectivement, à nous, unique. Alors la petite, alors je vais ralentir. Avant on pouvait se garer, mais je sais pas ce qu'ils nous ont fait là. Donc la plage qui est sur votre gauche. Et puis en fait les Alliés, les Allemands ont fait le même constat que vous. Le pays est complètement plat. Donc pour organiser les tirs, il fallait être en hauteur. Or, il n'y avait pas de promontoire ici sur le territoire. Donc, ils...
Alors nous sommes ici, exactement, oui. Vous voyez? On va aller voir le petit observatoire là, qui est juste là. Donc voilà, ça c'est la réserve naturelle du Platiédois, qui a été réserve grâce à la mobilisation des habitants, des associations de l'environnement, pour éviter que ce lotissement là, qui a quand même une quête par rapport au changement climatique, à la montée des eaux. Donc cette réserve 400, on est là. Pour ceux qui veulent aller à la mer, on peut suivre des chemins qui sont des villages en bois, donc c'est très pratique. Ah ouais. Ici, traverser d'une forêt, on peut revenir, il y a plein de possibilités de balade pour les amoureux de la nature. Et ici, c'est une zone vraiment protégée, où il n'y a jamais d'hommes qui viennent dans cette partie-là. Vraiment une réserve pour les oiseaux qui viennent faire une halte quand ils sont sur leur voyage de migration pour se nourrir, pour se reposer, pour se reproduire. Et puis on a certaines espèces qui ont même, qui se sont vraiment installées ici. Donc vous entendez? Ça, ce sont les sternes Kojek. Voilà. On trouve également par exemple des avocettes là-bas, beaucoup de canards, etc. Et plein d'oiseaux vraiment qui font le bonheur de tous les ornithologues qui viennent régulièrement. On les voit bien ici. Ouais, là, c'est le petit îlot, là, devant. Ouais, là-bas, oui, en tout est blanc. Ouais. J'ai fait une photo, mais ça ne donne pas tellement rien. Là, il y a un camarade aussi. On garde bœuf. C'est des vaches d'Écosse. Des vaches d'Écosse. Ouais, les iguanes là. Tu les as vus? Il y en a deux. Trois. Donc tout ça, ça doit être une... Ici, il n'y a pas longtemps. Du passé glorieux de la pêche ici, vous voyez encore puisque collecter les eaux des terres, les eaux pluviales, etc., c'est une chose, mais il faut savoir les évacuer. Et c'est ce que gros épisode pluviométrique. Et donc voilà, ces portes sont vraiment les garants pour garder de l'eau dans les Watringues, pour notamment les agriculteurs. Alors l'enjeu maintenant, pompes qui permettent d'évacuer l'eau et de passer au-dessus des portes. Vous voyez, de pouvoir évacuer l'eau à la mer, même si c'est on va dire exutoire. Et il y a le patron de cette station de pompage, parmi tant d'autres, c'est Monsieur Denis. Voilà, venez. Voilà. Monsieur Denis, c'est un employé de la première section de Watringues. Je ne suis pas le patron, malheureusement. Et donc nous on a à charge sur la première section de Watringues, on a 17 stations de pompage comme celle-ci. On a sèche 10 000 hectares et on est sur 9 communes. En réseau Watringues, on est sur 270 km. Ah ouais. Voilà. Donc nous, notre principaux métiers, c'est les stations de pompage, qu'elles sont bien entretenues, donc il y a des coups d'eau qu'il faut que ça évacue, sinon on se fait taper sur les doigts. Ensuite, on a le débroussaillage, l'entretien des watergrands de chaque côté, le débroussaillage, après passer au panier pour quart d'heure dedans. Elle est atteinte, la pompe elle se met en haut et elle s'éteint quand le niveau de la boîte de bas est atteint. Automatiquement. Simplement. Automatiquement, ça se met en route. Oui. Non. Comment? Entre en station, oui.
Ça varie entre 2000 à 1500. Les stations, on en a 3, et sinon après c'est tout des pompes. Des pompes qui sont dans un puits de pompe. Ouais. C'est des pompes. La première pompe, elle a été montée dans les années 70 ou 80, avant les années 80. Hein. Ça a été installé ça. On a deux fois la réunion. Non, Il a vu qui fait monter l'eau. Et tout ce qui était inondation en 2023, et après tout ce qu'on fait un peu en travaux en défense de berge. Donc je vous parlais de la défense de berge, c'est ça qu'on fait. Oui, tout le temps. Ouais. Il se faisait emporter. Ouais, bah surtout plutôt du Ouais. côté de... Ah bah alors, il est moche. Bah ouais. C'est macéré, filtré. c'est un genre de vin noir. Il faut c'est le même principe. Ça vaut. Ça vaut, mais c'est du sucre. La moins forte. Alors là, c'est un vrai beau saumon avec une autre. Elles sont dégueulasses. Vous êtes là pour découvrir justement l'agriculteur. On a des graines là-dessus. Des graines de chicorée qui vont être plantées prochainement. Là, d'ici, ça commence demain les plantations jusqu'au mi-avril selon les terrains et le temps qu'il fait. Il y a trois bassins. Il y a Audrey-Coislage par ici, Cambrai-Valenciennes et dans la Somme. Dans le
arriver ici. Ici, c'est la troisième étape de l'implantation. PME familiale de Agnès Houtin, ma charmante épouse, qui est la descendante de Paul Louis Vincent Houtin. Donc depuis 1934, c'est dans la famille. L'histoire de la chicorée, ça remonte aux Égyptiens qui se soignaient dans leur pharmacopée avec de la chicorée pour tous ces bienfaits. On en parle dans la Bible, on en parle avec les blocus de Napoléon, avec les guerres, mais surtout, il faut savoir que l'histoire de la chicorée est très liée à l'histoire du café. Quand le café était importé et est arrivé en Europe, c'était un produit de luxe, qui coûtait excessivement cher. Et donc, les Européens ont voulu absolument trouver des idées pour faire du café avec d'autres choses. Et donc, ils ont tout torréfié. La pomme de terre, le blé, l'orge, et ils ont trouvé que c'est des moines hollandais en 1750 qui ont trouvé qu'en torréfiant de la chicorée, on arrivait à un goût qui ressemblait un peu à celui du café. Et après, ça a été rendu très célèbre parce que quand Napoléon a fait le blocus de l'Angleterre, on se fait du café, on s'est mis à planter de la chicorée partout. Les deux guerres mondiales ont aussi contribué à l'essor de la chicorée. Après la Seconde Guerre mondiale, on a voulu passer à autre chose que l'épilation. On a arrêté le topinambour, une racine très bonne, le topinambour, on a arrêté. On a consommé moins de chicorée. Le café s'est démocratisé à coûter moins cher. Georges Cunet est passé par là. Et puis, on a consommé moins de chicorée. Mais néanmoins, depuis quelques années, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour la chicorée. Alors revenons à mon agriculteur. L'agriculteur, deuxième étape, le sécheur. Dès que la racine va être récoltée, elle va être mise dans des bennes et emmenée quasiment immédiatement au sécheur. Vous voyez des gros tas de racines qui ressemblent à de la chicorée sur la route, c'est des betteraves, c'est pas de la chicorée. On met tellement de saloperies sur les betteraves, ça peut durer 3 mois sans bouger. Sur la chicorée, on met très peu de choses et du coup, il faut très vite le porter au sécheur. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe actuellement pour les sècheries. Les bûchers ont le chiffre, c'est le chicorée. Et vous en avez une autre là sur le tamis, et vous verrez, elle est un peu différente. Elle est beaucoup plus grosse. Simplement, c'est pas le même type d'écoute qu'il a fait. Nous, on sait que c'est de la chicorée bio parce que l'agriculteur qui le fait, il est très spécifique. On achète toute sa production parce qu'il a des champs et il a une sécherie, une petite sécherie. Et il sèche lui-même son produit, on achète tout. Comme ça, on sait que sur tous les produits qu'on vend en France au petit marché, on peut savoir dans quel champ on poussait ces racines de chicorée. Donc ça donne un produit qu'on peut tracer de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Mais sinon la forme, c'est une question de forme, c'est pas, ça change rien. Le produit va être lavé et il va être mis dans des grands fours qui vont tourner et pendant à peu près 50 minutes et ça va déshydrater le produit, ça va de la cassette et la cassette est un produit inerte qui peut conserver pendant 2 ans même s'il faut, si c'est bien séché. Donc plus généralement, notre sécheur le sèche, il nous livre 2 fois par semaine et on commence la nouvelle production. Ici, l'ancienne sécherie qui est maintenant habitée en musée, vous la voyez ici dans le photo, celle qui est là, je vais expliquer après. Pour l'anecdote, dans le temps c'était avec des chiots et le papa d'Agnès raconte que les charrettes étaient derrière les autres et que les chevaux aiment bien manger les chicorées. Et donc au plus ils attendaient et au moins ils auraient un peu vers le sécheur parce que les chevaux bouffaient la chicorée. Vous savez, en chicorée, C'est une infusion de chicorée, donc c'est 100% chicorée. C'est bon pour la santé parce que c'est très riche en fibres. Allez-y, servez-vous. C'est des fibres qui sont hydrosolubles et donc vous allez pouvoir vraiment bénéficier des bienfaits. Ces fibres, elles sont toutes dans l'eau. Elles vont vous permettre d'avoir de nourrir la flore intestinale et d'avoir un bon transit, de fixer le fer, le calcium, de réguler la glycémie et le cholestérol. Rien que ça, au minimum. Donc voilà, la chicorée, c'est vraiment plus de pouvoir. C'est un trésor de bienfaits. Je disais que c'était un trésor de bienfaits, la chicorée. Ça permettait de fixer le fer, le calcium, de réguler la glycémie et le cholestérol. Voilà. Là, ce fibres, en fait, qui sont dans la chicorée et qui sont hydrosolubles. Donc dès que vous la mettez dans l'eau, votre corps va tout de suite l'assimiler
Et vous allez en avoir les bienfaits en fait. Moi je fais il y a une pointe d'amertume, mais c'est quand même quatre parties. La partie qui est ici avec les cheminées vous permet de savoir combien il y a de feux dans la sécherie. Si vous avez 4 cheminées comme ça veut dire que c'est une sécherie à 4 feux. Ici c'est une petite sécherie parce qu'il y a des sécheries qui vont jusqu'à 12 et quelquefois plus de feux. Les racines, elles sont tablées par les agriculteurs, elles sont pesées. On fait une tare et puis on estime la quantité de terre et de cailloux qu'il peut y avoir dans le chargement. Et le propriétaire de la sécherie note tout ça pour payer au prix le plus juste les racines et pas payer la terre et les cailloux. Ensuite, les racines, elles sont entassées autour de la sécherie et elles vont subir un premier lavage dans ce petit chemin d'eau. Parce que les sécheries sont toujours construites dans le sens du vent et près d'un endroit où on peut avoir de l'eau. Et ici, vous avez fait le Watringue ce matin. Et donc, il y a un watergang qui se trouve juste là, dans cette sécherie-là. Et donc, par gravitation et puis par la force de la pompe, elles vont arriver à une vis sans fin qui va les amener dans la chaîne de lavage. Et il y a 3 bacs de lavage. Et ensuite, elles vont tomber dans une autre vis sans fin qui va couper, les amener au coup principal. Parce que ça, c'est pas une cheminée, c'est le haut de la chaîne à godet qui puisse faire son demi-tour pour redescendre. Et donc, c'est comme tous des petites pelles qui vont ramasser les racines coupées et les amener jusqu'en haut de la sécherie, ici au 3e niveau. Parce que là, on voit bien qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux ici à l'intérieur aussi. Et donc elles vont être étalées sur la platine qui est ici en haut. C'est la platine où les trous sont les plus gros, 25 mm. La platine en dessous c'est 18 et la platine encore en dessous c'est 5 mm. Au début de la campagne, on va allumer les feux et une fois qu'ils sont allumés, ils vont fonctionner. On va les faire passer par des petites trappes. Vous allez voir qu'il y a des petites trappes sur les platines qui permettent de faire passer toutes les cossettes qui ont déjà perdu une bonne partie de leur eau à la platine en dessous, continuer le séchage. Les trous sont plus petits parce que les racines en séchant, elles se rétractent. Et donc c'est pour empêcher qu'elles passent à travers les trous à l'étage en dessous. Et on va évidemment recharger la platine au-dessus. Ça marche en continu. On va laisser donc à peu près une vingtaine d'heures aussi là. Et au bout de ce temps-là, on va faire la même chose. On va ouvrir les petites trappes. On va faire passer en dessous. Et là, les trous sont de 5 mm. Ils sont tout petits. Pour essayer d'éviter au maximum que des poussières et des petits morceaux de racines tombent ici derrière les feux. Parce que le grand danger des sécheries, c'est l'incendie, c'est le feu. Ça brûle très facilement, quand c'est bien sec, ça brûle très facilement et donc la charpente elle part en fumée ainsi que les racines qui sont à l'intérieur. C'est au gaz? Pardon? Non, alors c'est du coq. C'est du coq, oui. Le coq arrive en début de saison, il est à l'extérieur et le travail était extrêmement dur parce qu'il fait très chaud sur les platines. Il y a les gaz de combustion, il y a la chaleur, il y a la vapeur d'eau. Et les hommes qui travaillaient sur les platines étaient simplement vêtus d'une jupette et puis avec un foulard tout cou pour s'éponger parce que tellement ils avaient chaud. Et puis des chaussures, des sabots en bois parce que c'est très chaud, on ne peut pas mettre de caoutchouc, des choses comme ça, il fait beaucoup trop chaud. Et alors c'est un travail de forçat parce que travail en continu. Ici, à cette sécherie-là, ils étaient 3, donc ils se relaient. Donc il y en a 2 qui dorment, il y en a un qui surveille et qui charge les feux, qui surveille l'uniforme. On a une espèce de gros râteaux très lourds qu'on va manœuvrer comme ça à travers. Aujourd'hui, il y a une usine moderne de séchage à Léry, passer en face. C'est un séchoir. Donc là, qui avait ça, là, sa balance et puis ses papiers pour
noter les chargements et les quantités qui étaient apportées par les agriculteurs qui travaillaient avec lui. Il y avait des Belges, je suis d'accord, mais il y avait aussi des Français qui faisaient travailler les Belges. Il n'y avait pas que des Belges. Mon grand-père était sécheur, ils ont passé leur vie, ils ne regardaient pas les Belges travailler. Non. Alors devant la mairie de Lichterfeld, il y a une statue qui s'appelle le Lien, où on voit une femme qui est assise et qui est en bronze et qui semble attendre, et à côté d'elle il y a un sécheur qui est représenté en tube métallique, donc il est transparent parce qu'il n'est pas là. Et donc nous, on a une artiste dans notre association, elle a imaginé l'inverse. Donc nous, on a une sculpture à la sécherie qui représente le sécheur avec son vélo, son baluchon, sa casquette, et qui est bien solide, bien là, puisqu'il est du corten, c'est un métal très solide. Et la famille est représentée, alors il y a une espèce de frontière, et de l'autre côté, on voit la famille qui est représentée en plexiglas et qui est donc transparente. C'est pendant on fait des co-conceptions sur la capsule Nespresso, et on fait quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires en bio. Notre filière régionale, vous en avez parlé, c'est Emmanuel Dervaux qu'on voit et on en a parlé tout à l'heure au niveau de la filière bio. On a fait notre bilan carbone l'année dernière. Quand vous buvez un café par rapport à un autre chicorée en France, on commence la journée par un café, notre bilan carbone est foutu pour la journée, puisque le ratio c'est de 1 à 24. 1 pour notre chicorée, 24 pour le café. Ça dit la même chose. Qui consomme la chicorée? Des gens qui par habitude et pour le goût consomment de la chicorée. Ces gens qui disent ma grand-mère en mettait, on dit toujours ça. Et donc des gens habitués, et heureusement ça continue de génération en génération, on en voit encore beaucoup pour ça. Des gens qui pour les bienfaits et la santé consomment de la chicorée, parce qu'il n'y a pas de café, il n'y a pas d'excitant, on peut en boire toute la journée. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup de vertus, Agnès en parlait tout à l'heure, la vitamine, des prébiotiques, des anti-inflammatoires, énormément de fibres. On a entre 13 et 20% de fibres dans les produits, et c'est l'inuline, c'est la racine de chicorée qui a le plus d'inuline dans toutes les racines du monde. Troisième clientèle très intéressante pour nous, c'est les gens plus jeunes, pour le sens. Parce que ce sont des produits français, faits dans une PME, c'est bon pour la planète, c'est des gens qui ne prennent plus l'avion, qui ne prennent que les transports en commun, et qui sont mis à la chicorée pour justement avoir du sens à leur vie et préserver la planète. Le torréfacteur, notre métier, Nicolas va vous l'expliquer, on torréfie, on concasse, on conditionne et on commercialise. On commercialise où? Dans 17 pays. Donc vous voyez toute l'Amérique du Nord, l'Australie, très gros client, un peu de Maghreb, on voit pas mais il y a Malte, Portugal, Italie, Kosovo, Autriche, Allemagne. On a un chef qui s'appelle Florent Laden sur la région, très connu, qui ne cuisine pas que à la chicorée, mais cuisine beaucoup à la chicorée. Et ici, c'est fait par une ferme qui a non seulement sa boucherie, mais qui élève aussi ses cochons. Voilà, écoutez, et je ne vous ai pas présenté le feuble, notre petit dernier, parce qu'en fait, c'est le seul produit avec c'est 100% chicorée, c'est une poudre instantanée, ronde, gourmande, facile d'utilisation. Mais nous ne savons pas le faire, donc nous le faisons faire en Pologne. Voilà. C'est le seul produit dans lequel ce n'est pas notre chicorée. Voilà. J'ai parlé de ça. Je meurs de soif.